Jean Raspail, un mot sur l'Europe, c'est un sujet qui vous intéresse? Avec passion, j'ai appris énormément de choses. Oui, il y a deux remarques que je peux faire et que beaucoup d'autres ont déjà faites. C'est d'abord les billets. On a vu les billets, la photographie en couleur des billets. Bon, ce sont des ponts, des portails, des choses de ce genre. Et rien n'est plus national là-dedans. Alors qu'on aurait pu quand même choisir dans chaque pays tel ou tel grand homme ou telle réalisation artistique et puis les changer de temps en temps. Rien. C'est quelque chose d'effrayant, ça. Et puis la deuxième, c'est le mot Euroland qu'on voit se placer partout. L'espace monétaire qui nous attend a déjà été baptisé Euroland par tout le monde, par tous les décideurs notamment, pour employer encore un autre néologisme. Hein. Et si jamais l'Europe devient un véritable espace politique, je n'en sais rien, moi je ne le souhaite pas, mais on ne sait jamais, hein, eh bien ça sera Euroland. Et la langue française, là-dedans, va encore souffrir énormément, ce qui n'est d'ailleurs pas très étonnant, parce que moi j'ai l'impression que les Français n'aiment plus leur langue. Ils s'en servent, hein, mais ils n'ont plus d'amour pour leur langue. Sauf une minorité, il faut jamais oublier les minorités résistantes, n'est-ce pas, mon cher Serge, n'est-ce pas? Alors sur le plan de la langue, il y en a, mais les Français n'aiment plus leur langue. Ils sont plus sensibles à la musique, à la précision de la pensée, à des tas de choses de ce genre. Alors, qu'est-ce que c'est que ce français qui va disparaître? Bon, voilà. C'est les quelques commentaires que j'ai à faire sur tout ce que j'ai entendu de passionnant tout à l'heure. Vous êtes vraiment un témoin de l'époque, puisque vous avez commencé à travailler, à écrire au tournant du siècle, au début des années 50. 51, oui. Votre premier livre, c'est... Moi, c'est mon premier livre, c'était un livre de voyage, parce que les deux ou trois premiers voyages que j'ai accomplis étaient des grands raids. D'ailleurs, je signale, justement, on parlait de grands raids. Un des premiers grands raids que j'ai accompli à cette époque-là, c'était en 51-52, c'était Terre de Feu, Alaska en automobile. Et depuis, je n'ai jamais quitté complètement la Terre de Feu et la Patagonie, et je veux dire que si je ne serais pas le 18 janvier à Versailles, ni d'ailleurs le 21 janvier à la basilique Saint-Denis, c'est que je serai en Terre de Feu, je pars après-demain. Alors, ce regard que vous posez depuis presque un demi-siècle sur le monde et qui vous inspire des récits, des reportages, mais aussi des romans et des nouvelles, puisque votre œuvre est assez étendue, assez diverse en tout cas. Ce regard, est-ce qu'il est pessimiste ? Parce que je pose la question parce que quand on vous lit, on a toujours l'impression qu'il y a une confiance un peu souriante, oui, j'ai envie de dire souriante, dans la providence. C'est-à-dire que on a l'impression que vous dites, bon, le pire peut arriver, mais de toute façon, au bout du compte, les portes de l'enfer ne prévaudront pas. Est-ce que c'est ça ? Je parle de pessimisme gai, si vous voulez, parce que le pessimisme triste, ça fait beaucoup quand même, en même temps. Hein. Oui. Alors le pessimisme gai, c'est un peu la façon que j'ai de considérer l'état du monde et l'état du pays. On m'a souvent dit que Le Camp des Saints était un livre très difficile et triste, et je dis au contraire que c'était un livre très tonique et très gai, parce que c'est écrit sur un ton gai. Il faut prendre les choses graves d'une certaine façon. Mais vous savez, moi je n'ai pas de théorie, Serge. Hein. J'ai des convictions, j'ai des opinions, et si j'ai adopté depuis déjà pas mal de temps d'ailleurs la forme romanesque pour écrire, c'est que d'abord j'aime beaucoup raconter des histoires, j'aime beaucoup en inventer aussi, à partir de choses que j'invente ou à partir de choses que je connais, mais que surtout on peut dans le roman et par le roman faire passer un nombre considérable de choses. Non pas que
j'écris des romans pour faire passer telle ou telle conviction ou telle opinion, mais comme ce sont les miennes, n'est-ce pas, et que j'y tiens, voilà, et qu'elles sont en plus partagées par quand même un certain nombre de gens bien dans ce pays, donc ces opinions que j'ai, ces réactions, ces convictions, ces colères, ces comment dirais-je, ces mépris aussi, eh bien tout ça est véhiculé par mes romans. Mais ce n'est pas... Je n'écris plus, je l'ai d'ailleurs rarement fait, et je ne veux plus écrire des livres fondamentalement d'idées. J'ai pas envie, je suis pas assez intelligent pour ça d'ailleurs, et j'ai pas envie de donner des leçons à quelqu'un, de dire c'est que ça qu'il faut penser, c'est ça qu'il faut pas penser, etc. Je ne veux pas entrer dans ce jeu-là, de même que je n'entre pas dans le jeu politique. Vous parliez de vos colères, de vos enthousiasmes, de vos inquiétudes, de vos peur peut-être. On a l'impression que votre écriture, c'est un peu de la comment dit-on, de la haute école. C'est-à-dire que vous chevauchez un cheval fou qui est votre colère, qui est votre enragement contre la pourriture des temps, et vous le chevauchez avec la maîtrise d'un hussard ou d'un cavalier de l'école espagnole qui arrive à maîtriser sa bête et à lui faire faire exactement les pas qu'il a décidé de lui faire faire, en mettant en profit, en quelque sorte, l'énergie formidable et brutale de cet animal. Est-ce que c'est pas un peu ça, votre écriture ? Oui, c'est possible, mais il n'y a pas quand même, dans mes livres, dans le dernier notamment, il n'y a pas des coups de colère toutes les pages, quand même. Non, mais c'est un livre de colère extraordinaire. Bien sûr. Parce que, alors avec des paradoxes, il est très très important, ce livre, à mon avis. Enfin, c'est un de ceux que je préfère, Urazara, parce que il est totalement provocateur. C'est-à-dire que vous racontez l'histoire d'une famille, Il est provocateur, il est réactionnaire. Formidablement, mais réactionnaire contre la réaction même, ce qui est paradoxal, mais je veux dire par là que vous racontez l'histoire d'une famille qui est une dynastie de femmes en quelque sorte. Et oui, beaucoup de femmes. Il y a beaucoup de femmes qui jouent des rôles, qui sont des personnages extraordinaires, des Valkyries. Bon. On n'a pas eu besoin du féminisme, c'est ça. Voilà, non, ça visiblement, c'est pas quelque chose qui vous concerne, qui vous inquiète beaucoup. Non. Mais ce qui est très étrange, c'est que à la fin, le personnage le plus positif, c'est le personnage qui, dans notre univers à nous habituel, dans nos références à nous, est le personnage le plus déplaisant. C'est-à-dire, c'est la patronne de bistrot. Non, c'est la patronne de pizzeria. C'est effrayant. Fortune, c'est la dernière héritière de cette famille. Oui, mais elle comment dirais-je, elle a la schizophrénie qu'on a tous maintenant, parce qu'on peut pas vivre autrement. Eh bien, les gens bien, à mon avis. Hein. Quand je dis les gens bien, je vais pas m'expliquer. Normalement, les auditeurs de Radio Courtoisie, ils comprennent à peu près de quoi il s'agit, et vous aussi, ils comprennent. Je dis les gens bien, voilà. Les gens d'une certaine famille française, voilà. Eh bien, sont tous en partie du maintenant. On ne peut plus faire autrement. Il y a une partie de chacun de soi-même qui vit dans le monde où on est. On est bien obligé. Il faut gagner sa vie, on peut pas être en révolte depuis la toilette du matin jusqu'au dernier bonsoir du soir. On peut pas être en révolte toute la journée, parce que sans ça, on éclate, on pète. C'est pas possible, ça. C'est absolument impossible. Ou alors on est un être profondément asocial. Et alors, quand même, c'est pas possible non plus. C'est insupportable pour soi-même et pour les autres. Mais il n'empêche que, on a une partie, une moitié, qui vit la vie qu'on mène chez nous. Bon, voilà, avec la politique, les grands coups de gueule, etc. Bon, c'est comme ça, il faut bien faire avec. Et puis il y a l'autre partie, qui rêve, ou qui, comment dirais-je, qui déplore ce que l'autre moitié fait, qui dit on ne peut pas faire autrement, et qui continue intellectuellement, symboliquement, spirituellement, religieusement même, et qui continue sur sa lancée, comment dirais-je, veux pas parler des vieilles traditions d'autrefois, c'est pas ça, mais qui continuent qui ont la continuité complète de notre pays,
du fondement de notre pays, de ce que c'était la France, de ce que c'était les Français, et qui continuent à vivre en pensée, naturellement, de cette façon. On est tous comme ça, en partie du... Alors, un livre, c'est vrai, comme Zara, ce sont des explications que je donne après, parce que quand je commence un livre, je pense pas à tout ça. Moi, je commence la première phrase, et puis après, ça suit, enfin, en principe. Hein. Voilà. Donc, je m'occupe pas, je veux rien démontrer. Mais après, c'est une explication qu'on peut donner. Il y a une dimension chamanique dans votre écriture. Parce que, quand je dis chamanique, c'est bien le mot que je vais employer. Parce que Le Camp des Saints, c'est un livre prophétique. On peut discuter de la validité des prophéties, mais en tout cas, il a un caractère prophétique indiscutable. Une parabole, si vous voulez. C'est une longue parabole, mais c'est une parabole. Et Ourazara, on retrouve la même chose, pas dans le même sens, pas avec le même souffle. Je veux dire que c'est un livre qui manque de souffle, mais c'est pas tout à fait exprimé de la même manière. Mais on voit bien que c'est un livre qui est habité. C'est-à-dire que le personnage, le premier personnage, qui est cette femme qui appartient à une tribu improbable, venue des fins fonds de la steppe, à l'évidence, c'est la même que la fondatrice de la société de pizza, et elle fait la même chose, mais on a l'impression que vous voulez nous dire, ou qu'on vous dit, ou que quelqu'un vous dit, quelqu'un vous inspire l'idée que les vertus restent des vertus, quel que soit leur domaine d'application. Et que la vertu de courage... C'est une bonne phrase, ça, Serge, voilà. Oui, c'est une bonne phrase. Donc, au fond, c'est pas du tout pessimiste, c'est très optimiste. C'est-à-dire qu'il faut accepter simplement l'idée que ce qui était la vertu de chevalerie, par exemple, aujourd'hui s'applique d'une façon un peu différente. On n'est pas obligé d'avoir une épée et un oriflamme blanc pour être un chevalier. Ça peut s'exprimer différemment. Oui. Mais... ce sont des gens, moi j'aime bien les gens un peu hors du commun. Je ne suis pas du tout un romancier de mœurs. En fait, je ne m'intéresse pas beaucoup à la vie de tous les jours. C'est dommage, je pourrais. Je parle en tant que romancier, ça ne m'intéresse pas, moi. Alors, en tout cas, les portraits je crée des personnages qui ne sont pas, si vous voulez, encombrés par les débats psychologiques ou sentimentaux, fort intéressants d'ailleurs, souvent, et qui sont les sujets de nombreux romans et aussi de nombreux romans de qualité. Mais ça, ça m'intéresse pas du tout, ça. Non, mais François Sagan, je tape pas sur François Sagan. J'entends bien, mais c'est pas tout à fait la même ambiance. Je tape pas du tout sur François Sagan, parce que Son jour de tristesse, c'était vraiment... c'était vraiment la photographie d'une époque. C'est ça, oui, ce que je veux dire. Remarquablement. C'est en sens que c'est pas François Sagan, c'est pas la photographie d'une époque. Ça m'intéresse pas. Alors j'aime bien cette fameuse Corneille Racine a fait les hommes tels qu'ils sont et l'autre tel qu'il devrait être. Ouais. Ben moi, comment dirais-je, j'invente des héros et je m'entoure de personnages qui sont comme ils devraient être. Je ne sais pas si ce que je vais vous dire va vous faire plaisir, mais chaque fois que je lis un livre de Raspail, j'ai présent à l'esprit Michel de Saint-Pierre et Serge Dalens. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que vos personnages ne dépareraient pas un livre de Saint-Pierre, que ce soit les nouveaux aristocrates, ils s'insèrent assez bien dans cet univers, qui est un univers qui existe toujours. Et quant à Dalens, il y a cette espèce de dimension surnaturelle. Saint-Pierre, que j'aimais beaucoup, enfin je l'ai bien connu, moi je parle beaucoup plus dans l'imaginaire que lui. Oui, bien sûr. Voilà. Mais je tombe dans le merveilleux même, j'aime beaucoup ça. Alors Michel de Saint-Pierre, lui, était un type carré, bien, qui écrivait sur son époque des livres très importants, d'ailleurs, qui ont été très importants à une époque. Moi, c'est pas ça. Moi, je laisse gambader le merveilleux chrétien, le merveilleux païen. Je fais un joli mélange avec le merveilleux chrétien et le merveilleux païen qui, à mon avis, vont ensemble. Et ça, c'est mon terrain. Quant à Dalens, c'est vrai, on a beaucoup comparé Cyr à un personnage de Dalens. Pourquoi pas, mais j'ai toujours dit que
j'ai toujours dit, je le répète, que je considère que Serge Dalens, il faut oublier que ces livres étaient des livres pour adolescents, oublions ça. Il faut également oublier, parce que sans ça, le jugement que je vais porter sur lui risque d'être diminué. Il faut donc oublier également que c'était paru dans cette catégorie qu'on appelait autrefois le roman scout. Oui. Une fois qu'on a écarté ces deux constatations, et moi je considère que c'est un des grands écrivains français de la deuxième moitié du XXe siècle. En tout cas, c'est je le mettais très haut. En tout cas, c'est un des grands formateurs. C'est un des écrivains qui a compté pour les gens de ma génération. C'est vrai que tout ça était dans l'univers du scoutisme. On parlait tout à l'heure des voyages que j'ai fait au début, mais je précise qu'en 1949 et jusqu'en 1955, j'ai fait les voyages en tant qu'équipe scout. Oui. Et en uniforme, s'il vous plaît. Et je ne le renie pas du tout. Il y avait à ce moment-là c'était la fin de mythologie. Donc il y avait toute une mythologie étonnante. Il y avait ces héros. On a parlé. Larigaudy. Oui, c'est ça. Guy de Larigaudy et d'autres d'ailleurs. Voilà. Et vous disiez que vous évadiez, enfin en tout cas, non pas vous évadiez, mais vous alliez explorer les domaines du fantastique, du merveilleux, du merveilleux chrétien et païen. Mais en même temps, dans tous vos livres, à chaque fois, je me suis posé la question, et alors dans Ourazara, avec une force incroyable, j'ai failli vous écrire pour vous la poser, cette question. Quelle est la part de vérité? Quelle est la part d'historicité dans cette histoire? Vous voulez pas le dire, bien sûr. Alors, écoutez, alors ça dépend comment je suis luné. Oui. Il y a eu, vous savez, après, quand un livre pareil, il y a toute cette épreuve pendant un mois qui est une cavalcade où on répond à des tas d'interviews, quelquefois, je sais pas, 10 ou 12 dans la journée, quand on va à Bruxelles ou ailleurs, de demi-heure en demi-heure, c'est la chourme. Hein. Et la churme médiatique. Et alors, une fois je disais que tout était inventé, une fois que tout était vrai. Et je répondais aux questions aussi, franchement, d'une façon ou d'une autre. Les deux c'était amusant, c'était de voir les reportages après dans les journaux. Alors, mais non, on peut pas demander ça à un romancier. Parce qu'il y a une authenticité dans les rencontres avec cet homme qui vous... c'est parce que je me suis mis dedans. C'est peut-être une erreur que j'ai commise. J'aurais peut-être pas dû. Ce qui fait que les gens ne savent plus très bien où ils en sont. Mais pour l'anneau du pêcheur, c'était exactement la même chose. Le nombre de questions que j'ai Antoine de Tounens aussi, c'est pareil. Antoine de Tounens, dans une certaine mesure aussi, mais l'anneau du pêcheur surtout. Alors on me demandait si l'histoire était vraie, s'il y avait eu des papes parallèles jusqu'à maintenant. Alors là, j'ai quand même été obligé de dire qu'on perdait leurs traces, au XVIe siècle. L'ami qui m'a amené en voiture tout à l'heure me disait, mais c'est vrai ce qu'il a raconté dans l'anneau du pêcheur, c'est cet antipape ou ce faux pape Pierre de Lune, on a retrouvé, quand on a ouvert son cercueil, il était parfaitement conservé, il dégageait une odeur de sainteté. Pedro Luna, oui, voilà. Bien sûr, vu que c'était Benoît XIII en 1424, oui, bien sûr, mais le dernier des Benoît que j'ai emmené pas jusqu'à Rome, ce qui meurt avant, et c'est la dernière scène du livre, il est enterré dans les grottes vaticanes, c'est-à-dire la galerie où il y a tous les tombeaux des papes, en présence d'ailleurs du pape, c'est le dernier antipape en fait, c'est la fin du schisme. Eh bien, et je précise que sa tombe, où il y a marqué Benoît, est située derrière celle de Catherine de je ne sais plus qui, et de Jean 23. Eh bien, j'ai vu plusieurs personnes qui sont allées à Rome, certaines spécialement, et qui ont vu la tombe. Alors j'ai dit, écoutez, c'est formidable, alors qu'elle n'existe pas. Mais si, puisqu'ils l'ont vue. Mais oui, ils l'ont vue. Mais voilà, c'est tout. Donc elle existe maintenant. Oui, maintenant elle existe. Ça, c'est la puissance de l'imagination. Mais il ne faut pas faire attention à ça. Dans Cyr, toute la partie politique
de Cyr, je dirais de politique politicienne, c'est-à-dire le rôle du ministère de l'Intérieur. Les personnages semblent absolument authentiques. C'est-à-dire qu'on a l'impression, quand on lit le livre, à chaque instant, on se dit, mais au fond, est-ce que c'est pas vrai? Est-ce qu'il s'est pas passé quelque chose comme ça? Est-ce qu'il n'y a pas le rôle? Est-ce que Joxe, pour ne pas le nommer, n'a pas joué un rôle un petit peu bizarre dans toute cette histoire? Oui, de toute façon, toute cette histoire, on n'en a pas eu vent, hein. Oui, mais vous, peut-être. Oui. Est-ce que on connaît d'autres écrivains qui, ayant eu vent de choses graves, lourdes, importantes, n'ont pas pu les révéler parce qu'il ne faut pas oublier que vous êtes journaliste aussi, vous avez été reporter. Je l'ai été, oui. Mais oui, mais ça c'est une chose, c'est comme curé, ou médecin, on l'est pour la vie. Non, Cyr s'est inventé naturellement, totalement. Sauf bien entendu toutes les parties historiques qui décrivent le sac des tombeaux de Saint-Denis. Oui, vous avez retrouvé d'ailleurs des... Oui, bien sûr. Mais ça, on est en plein merveilleux, là, dans Cyr. Et si vous voulez, ça répond au désir de cette partie. Vous savez, je disais qu'on était chacun double. Eh bien, Cyr était écrit pour répondre au désir de la, comment dirais-je, de la partie spirituelle de chacun d'entre nous, et de la mienne, à commencer par la mienne. Hein. J'ai écrit ce livre pour moi. Ça m'a fait un plaisir immense. Je me suis raconté cette histoire. C'est un des livres que j'ai écrit qui était le plus facile pour moi à écrire. Est-ce que vous restez en contact après avec vos livres? Est-ce qu'un personnage comme, par exemple, le personnage central de Cyr, est-ce qu'il vous habite encore? Ou est-ce qu'il est expédié? J'ai failli écrire la suite, et puis je ne l'ai pas fait. Je l'ai commencé et je l'ai arrêté. Parce que quand on prend Cyr, on s'aperçoit comment qu'il a été sacré roi, en secret, puisque personne ne le sait, devant 7 témoins, par un vieux cardinal, et tout ça se passe en 1999, nous y sommes. Et alors, il y a peu de temps, je me suis dit quand même, je l'ai laissé en l'air comme ça. Enfin, voilà, il est sacré roi, et la dernière phrase dit, il voit un clocher, il dit, allons par là, et c'est, je crois, si je cite de mémoire, ainsi commença son long voyage. Voilà, c'est comme ça que se termine Cyr. Et bon, Cyr, c'est un livre qui est paru il y a déjà, je sais pas, 92, ouais, c'est ça. Et je me suis dit, je vais écrire la suite. Alors, je vais reprendre 5 ou 6 ans d'avance et je vais placer cette suite en 2006 ou 2007. Et ce qui me venait à l'esprit, imaginaire naturellement, était tellement catastrophique. J'imaginais ce pauvre roi, Philippe Pharamond, ce pauvre roi qui aurait à l'époque donc 18 et 7, 25 ans, n'est-ce pas, complètement perdu là, dans ce pays, dans ce monde. Comme il ne fait pas de politique, il ne cherche pas de partisans, puisque c'est purement sur le plan spirituel, n'est-ce pas? C'était purement spirituel. Et quand j'ai écrit 40 pages, 40 feuillets, et c'était d'une noirceur, d'une tristesse abominable. J'ai dit non, j'arrête parce que si je continue comme ça, vous l'avez abandonné dans un cauchemar. Là, non, mais j'ai abandonné cela. Peut-être je reprendrai ça beaucoup plus tard, parce que je ne voulais pas, pour moi-même d'abord et pour mes lecteurs aussi, casser cette sorte de plaisir spirituel que j'avais eu moi à l'écriture de Cyr et que d'autres ont le lire. Donc pour l'instant, Philippe Pharamond continue de chevaucher. Pharamond continue son long voyage, oui. Est-ce que c'est indiscret de vous demander si vous avez mis la main déjà à un futur manuscrit? Non, pour le moment non. Je tourne autour, vous savez. Mais j'écris plus beaucoup, moi, tous les 2 ans à peu près. Donc il faut qu'on attende encore 1 an. Peut-être pas, je vais peut-être écrire quand même quelque chose sur la terre de feu. Je vais voir pour moi, c'est un voyage
un voyage presque mythique aussi. Parce que je vais dans l'île Navarino, qui est la terre habitée, enfin vaguement habitée, la plus au sud du continent. C'est encore bien au sud du Choya. C'est juste à côté du Cap Horn, n'est-ce pas? Et là, il y a le dernier cimetière des Yagans. Les derniers Indiens de là-bas, ils sont morts et disparus définitivement vers 1955. Et je vais, non pas m'incliner, parce que ne jouons pas avec ce genre de symbole, mais je vais aller saluer les derniers Yagans, comme dans 200 ou 300 ans, d'autres êtres humains viendront saluer quelque part les derniers Français. Merci Jean Raspail. J'espère que vous reviendrez nous raconter ce voyage aux sources, au pays des Yagans, et donc la Patagonie. Je vous souhaite une très bonne fin d'année, enfin meilleure que le début. Il faut dire que c'est plus facile maintenant, puisqu'il reste le plus gros effet quand même. Et puis je vous souhaite simplement que 1999 ne soit pas pire que 1998. C'est à peu près tout ce qu'on peut dire.